il était prévu que M. Patrick Baudouin nous parle des droits civils et politiques dans le contexte international et que notre ami Sektaoui nous parle des droits civils et politiques dans le contexte national marocain. Étant donné des problèmes de calendrier, M. Patrick Baudouin, que nous remercions beaucoup, est venu participer à cette université malgré ses obligations. Il a une réunion ce soir à Paris, donc il doit partir à une heure fixe. Donc, étant donné ces obligations de calendrier, nous allons donner la parole à M. Patrick Baudouin, nous allons discuter son exposé, et après nous allons passer à notre ami Sektaoui, qui de toute façon est avec nous au Maroc, et donc on pourra avoir recours à lui à n'importe quel moment de cette université. Donc si vous voulez bien, il y a eu ce léger accommodement de notre calendrier de travail. Je vais passer directement la parole à notre ami, un grand ami de la FDH, M. Patrick Baudouin. À vous la parole. Invité de parler sur les droits civils et politiques dans le contexte actuel, c'est évidemment avec beaucoup de modestie que j'aborderai ce très très vaste sujet, et vous me le pardonnerez, mais évidemment sans aucune possibilité d'exhaustivité compte tenu de l'ampleur de la matière. Alors, tout d'abord, peut-être un très bref rappel historique. Bon, cela a déjà été fait et très bien fait tout à l'heure dans l'exposé précédent, ce qui d'ailleurs va me permettre de gagner du temps sur cette partie. Je crois que ce qui a été très très bien rappelé, et déjà c'est un premier malentendu qui s'est trouvé dissipé, c'est que la notion de droit de l'homme n'est pas une notion occidentale. La notion de droit de l'homme a une antériorité bien supérieure à celle qu'on lui accorde parfois, puisque souvent on fait partir cette notion de droit de l'homme du XVIIIe siècle. Vous avez bien compris tout à l'heure, je n'y reviens pas, que cela remonte à des temps beaucoup plus anciens et dans des régions du monde bien éloignées de celles de ce qu'on appelle le monde occidental. Ça ne m'empêchera pas quand même de souligner qu'il est vrai que la conceptualisation des droits de l'homme, c'est-à-dire leur mise en forme d'une manière plus peut-être complète, a été largement développée et élaborée au XVIIIe siècle. Ça a été dit tout à l'heure par l'un des intervenants, c'était le siècle de la raison, et cet aspect rationnel a évidemment facilité cette mise en forme. Bon, il y avait eu beaucoup de précédents dans les siècles avant le XVIIIe. On pensera en particulier à l'habeas corpus anglais, qui est une notion quand même essentielle. C'est le fait de ne pas pouvoir être arrêté sans être présenté à un juge. Et cela, ça date de 1679. Alors il y a eu ensuite la Déclaration française des droits de l'homme. Bon, je ne vais pas y revenir, on en a parlé tout à l'heure. Je soulignerai quand même cette formule assez exceptionnelle, et je crois qu'à l'époque, on avait le sens de la formule brève, mais tellement précise et tellement riche. Et je crois qu'il n'y aurait pas grand-chose à dire en vérité après cette simple phrase, si elle était mise en œuvre, on va y venir, ce n'est pas le cas malheureusement. Les hommes naissent et demeurent, libres et égaux en droit. Voilà, c'est un rêve, bien sûr, mais enfin, c'est quand même formidablement bien dit. Donc, Déclaration française qui a été celle des droits civils et politiques, ce qui va être notre sujet. Vous savez qu'ensuite, on a élargi cette notion des droits civils et politiques à ce que l'on a appelé les droits économiques et sociaux. Et ça a été toute une évolution au cours du XIXe siècle, puis du XXe siècle, où on a évidemment, à juste titre, beaucoup insisté aussi sur ces droits économiques et sociaux qui donc se sont trouvés incorporés avec les droits civils et politiques dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Vous savez aussi qu'il y a eu pendant quelques décennies tout ce débat, fort heureusement largement dépassé aujourd'hui, entre justement d'un côté les droits civils et politiques, et puis de l'autre les droits économiques et sociaux, le mur de Berlin
Berlin a chuté, et depuis lors, ces deux conceptions qui voulaient s'avérer quelque peu antagonistes sont devenues conciliables, et elles n'ont d'ailleurs jamais cessé de l'être en vérité, car ce sont des droits, on vous l'a dit tout à l'heure, mais il est toujours bon de le rappeler, absolument indissociables. Indissociables. Donc si mon thème aujourd'hui c'est les droits civils et politiques, c'est pas pour autant pour passer sous silence complètement, pour négliger l'importance évidente des droits économiques et sociaux. Chacun sait que c'est bien difficile d'avoir toutes les libertés quand on est dans la pauvreté, dans l'ignorance, dans la misère. Droits économiques et sociaux sont essentiels, mais le débat entre les libertés dites formelles et les libertés dites réelles est fort heureusement, encore une fois, peut-être pas complètement, mais largement dépassé. Enfin, sur cette présentation historique, cela a été dit aussi tout à l'heure, il faut ajouter qu'il y a ce que l'on appelle les nouveaux droits, ce qu'on appelle, à mon avis, d'une façon d'ailleurs qui ne me plaît guère, enfin je ne sais pas, la troisième génération. Donc il n'y a pas de génération, il y a des droits, des évolutions de droits en fonction des techniques nouvelles notamment. Donc le droit de l'environnement, la bioéthique et tout ce que vous pouvez connaître. Le premier point peut-être que je vais essayer de développer, encore une fois je vais essayer de tracer plutôt des lignes, si vous voulez, que de faire quelque chose qui aurait la prétention, bien à tort, d'être exhaustif. Le premier point, c'est peut-être ce que l'on peut appeler la véritable problématique en matière de droits de l'homme, liée très largement à la mondialisation des droits de l'homme. Il y avait un professeur de droit français qui, dans les années 70, avait cette formule que je vais citer et qui est, hélas, toujours d'actualité. Il disait ceci des droits de l'homme: tout aussi universelle que leur reconnaissance dans les textes, tout aussi universelle que leur reconnaissance dans les textes, est leur méconnaissance dans les faits. Et je crois qu'à travers cette phrase, hélas toujours d'actualité, 30 ans plus tard, il résumait assez bien la problématique. On se trouve en effet en présence, pour l'essentiel, d'une reconnaissance quasiment universelle des droits de l'homme. Pour avoir, pour certains d'entre nous, beaucoup voyagé, rares sont ceux, y compris ceux qui les violent le plus allègrement, qui viennent vous dire que les droits de l'homme, ça n'existe pas. C'est très rare. Les pires tyrans, les plus beaux dictateurs vous disent « oui, mais les droits de l'homme, moi, je les respecte ». En fait, évidemment, ils les violent, mais ils ne sont pas dans la dénégation absolue de l'existence des droits de l'homme. Donc il y a cette sorte de reconnaissance universelle. Il y a, on vous l'a dit tout à l'heure aussi, une multiplication de textes, que ce soit les textes nationaux, les textes régionaux, les textes internationaux. La notion de droit de l'homme est implantée dans les textes. Et même dans des États qui sont très autoritaires, si vous lisez leur constitution ou parfois leur législation, vous trouvez la notion de droit de l'homme. Et puis dans la réalité, vous êtes dans un pays où il n'y a absolument pas le moindre respect des droits de l'homme. Mais donc dans les textes, on trouve toutes ces notions. On vous a rappelé tout à l'heure d'ailleurs toute une série de conventions internationales particulières qui vont des femmes à la torture, etc., contre la torture bien sûr. Donc sur ce plan, les progrès ont quand même été considérables depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais la vérité, et cela a été dit déjà, mais il faut y insister sans cesse, c'est que si les textes sont nécessaires, parce que sans texte, il n'y a pas de base, mais ils ne sont hélas pas suffisants. Car le vrai problème, et plusieurs intervenants, je crois, tout à l'heure l'ont dit, le vrai problème, c'est l'effectivité des droits de l'homme, c'est-à-dire leur mise en œuvre. Il ne suffit pas de les prôner, il ne suffit pas de les invoquer, encore faut-il les appliquer. Et comment les appliquer? On verra tout à l'heure peut-être quelques-unes des formules qui peuvent être appliquées. Donc, reconnaissance universelle des droits de l'homme et méconnaissance universelle des droits de l'homme. Tous les rapports d'Amnesty, de la Fédération internationale des droits de l'homme, d'Organisation nationale des droits de l'homme, il suffit de voir ici la MDH, vous montrent qu'il y a cette méconnaissance des droits de l'homme. Alors cela tient bien sûr à la position des États. Les États, le refus d'ingérence, la primauté du droit interne sur le droit international, le refus de ratifier certaines conventions internationales, bref, les alibis, les moyens de ne pas mettre en œuvre les droits de l'homme sont multiples du côté des
États qui ne manquent pas d'imagination, y compris d'ailleurs parfois pour créer des organisations de droits de l'homme qui sont à leur dévotion. Je parle à la dévotion des dictateurs, et qu'on appelle les Congos, c'est-à-dire les organisations dites non gouvernementales, qui sont en réalité des organisations gouvernementales par avant. On voit très bien aussi, ça a été dit tout à l'heure, évoquer une remise en cause directe ou indirecte de l'universalisme des droits de l'homme, de l'universalité des droits de l'homme. Alors sous des prétextes souvent qui tiennent soi-disant à des philosophies, à des cultures, à des traditions, à des religions, qui sont effectivement diverses, mais qui la plupart du temps n'ont pas pour objet du tout de remettre en cause ce qui constitue le corpus des droits de l'homme, mais qui se trouve invoqué comme tel. Alors vous savez à quel point, par exemple, les religions, on le voit aujourd'hui dans les discussions qui ont lieu sur un certain nombre de constitutions, sont invoquées à l'encontre des droits, quand il s'agit de faire passer les textes, à l'encontre des droits des femmes, ou pour faire prévaloir des notions de châtiment corporel, par exemple. Ceci étant, là aussi, quand on circule, quand on va dans tous les pays du monde, on voit très bien que le citoyen, homme, femme, ne se pose pas vraiment la question de l'universalité des droits de l'homme. J'ai eu l'occasion d'aller en Chine et d'évoquer devant des étudiants chinois la problématique sur la contestation de l'universalité des droits de l'homme, pensant qu'en Chine, qui sans doute est le cas, cette notion, enfin ce débat était d'actualité. Bon, les étudiants chinois se sont interrogés sur le fait de savoir comment des esprits occidentaux pouvaient penser qu'ils avaient ce type de débat. Car pour eux, ils estiment qu'il n'y a pas de débat. Les droits de l'homme ne sont pas appliqués en Chine et ils en veulent l'application. Et ils en revendiquent l'application. Il est vrai que très souvent, ce sont les gouvernants, ceux qui méprisent, qui violent les droits de l'homme, qui vous opposent l'absence d'universalité des droits de l'homme pour maintenir le régime autoritaire ou dictatorial. Donc le problème essentiel est celui de l'efficacité des droits de l'homme et de leur mise en œuvre avec les garanties d'application par des protections nationales et internationales. On y reviendra tout à l'heure. Voilà un petit peu la problématique, si vous voulez. Alors, juste, puisque c'est ce qui m'est demandé, rapidement, les droits civils et politiques dans le contexte actuel. Un rapide état des lieux, bien sûr, ne sera pas exhaustif. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, la situation est meilleure, moins bonne, satisfaisante, insatisfaisante qu'il y a quelques décennies? L'état des lieux, malheureusement, ne me paraît pas satisfaisant, et pour ne pas dire qu'il me paraît quand même assez inquiétant. Et inquiétant, avec des progrès, on va le voir, hein, il ne s'agit pas de dire qu'il ne se passe rien. Il y a des progrès, mais si on fait un rapide tour je dirais, de la planète, dans ce qu'on appelle les démocraties occidentales, on voit des tendances à un recul des droits de l'homme. Et je pense qu'on le voit principalement depuis, c'est quand même une date importante, même s'il faut se garder de peut-être lui accorder une importance unique, mais la date du 11 septembre 2001 a incontestablement, pour les démocraties, pour les dites démocraties occidentales, marqué un point de recul dans les années qui ont suivi, au nom de la lutte contre le terrorisme en particulier. On a vu les États occidentaux qui semblaient les plus sourcilleux sur un certain nombre de droits civils et politiques connaître des retours en arrière considérables. Je pense évidemment aux États-Unis. On a quand même vu M. Rumsfeld signer des actes qui autorisaient le recours à la torture, et tout cela en pleine impunité, malgré une plainte que j'avais déposée en France contre lui à l'occasion de sa venue à Paris il y a quelques années. Enfin, ça n'a pas prospéré. Donc on a vu ce retour à la torture, on a vu Guantanamo, qui est quand même un symbole particulièrement désastreux, et donc il faut souligner qu'aujourd'hui encore, il reste d'actualité. Et d'autres États qui ont
emboîté le pas. La Grande-Bretagne, la France qui avait même été précurseur avec une législation antiterroriste que nous avons toujours dénoncée et qui remonte à 1986, et ça a servi de mauvais exemple. Car beaucoup d'États ont utilisé ces entorses aux droits de l'homme commises par les démocraties pour faire la même chose, et évidemment un peu en pire, mais pour pouvoir dire vous n'avez pas de leçon à nous donner. Effectivement, ils avaient raison, il n'y avait pas de leçon à leur donner. S'ajoute à cela désormais la crise économique. Et la crise économique entraîne toute une série de difficultés à vivre ensemble. Et les difficultés à vivre ensemble sont toujours source aussi de retour en arrière et de recul en matière de droits de l'homme. On voit très bien, par exemple, la montée du racisme dans un certain nombre de pays européens. On voit la montée de l'extrême droite, qui est très préoccupante. On voit la méfiance vis-à-vis de l'étranger qui ressurgit. Le conflit israélo-palestinien aussi, qui, depuis des décennies, est source de difficultés. C'est pour ça que lorsqu'on vient de dire que pourquoi focaliser sur le conflit israélo-palestinien alors qu'il y a tant d'autres endroits où effectivement il se passe des crimes abominables, eh bien tout simplement parce que c'est un conflit qui est dramatique pour les droits de l'homme dans la mesure où c'est une violation continue, constante des droits de l'homme par les Israéliens au détriment des Palestiniens, et qu'il est très difficile de faire admettre qu'il y a une légalité internationale quand depuis des décennies, encore une fois, toute la communauté internationale, par lâcheté, laisse se poursuivre une violation criante du droit international. Quelle est la région du monde où on accepterait une poursuite de la colonisation? On accepterait déjà une colonisation, mais qui plus est une poursuite de la colonisation. Donc je crois que tout ceci est de nature à provoquer des difficultés. L'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, la Russie. On voit très très bien aujourd'hui, alors que c'est vrai qu'on avait salué quand même, et à juste titre d'ailleurs, la chute du mur de Berlin, la fin des démocraties populaires, on voit ce qu'est le respect des droits de l'homme en Russie. On voit les difficultés que connaissent les organisations de défense des droits de l'homme russes pour pouvoir exercer. Elles sont poursuivies, la justice indépendante n'existe pas. On les taxe de recevoir des fonds d'étrangers, ce qui permet de les poursuivre, puisqu'il y a une législation scélérate qui interdit à ces organisations nationales des droits de l'homme de recevoir le moindre financement en provenance de l'extérieur. Russie, mais tous les pays autour. Biélorussie, par exemple, où la FIDH a l'un de ses vice-présidents, M. Bialatsky, qui est précisément emprisonné depuis maintenant plusieurs mois, peut-être même un peu plus que des mois, sous prétexte que son organisation aurait perçu des fonds en provenance de pays autres que la Biélorussie. Si l'on prend l'Amérique latine, il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès. Vous savez qu'il y avait toutes ces dictatures dans beaucoup de pays d'Amérique latine, hein, l'Argentine, le Brésil, et que dans beaucoup, le Chili, beaucoup de ces pays sont passés effectivement à des régimes démocratiques. Donc il faut saluer les progrès, il y en a eu. Mais, et il y a aussi un très beau combat qui est mené, il faut souligner, en Amérique latine, en Amérique du Sud, contre l'impunité, avec le refus des lois d'amnistie qui avaient été prises en Argentine ou dans d'autres pays d'Amérique latine. Donc il y a eu des progrès. Mais si on regarde l'ensemble de l'Amérique latine, si l'on voit le Mexique par exemple, si l'on voit les pays d'Amérique centrale, le Guatemala, le Nicaragua, le Salvador, vous avez toute une série de pays où les droits de l'homme continuent d'être très très fortement remis en cause et violés. Si l'on prend maintenant l'Asie, l'Iran fait partie, pas besoin d'épiloguer sur ce qui est le respect des droits de l'homme dans le régime des mollahs. Si l'on prend la Chine, on voit très bien que la Chine est un pays qui, curieusement d'ailleurs, c'est un cas d'école un peu, qui s'est ouvert complètement sur le plan économique, dans un libéralisme parfois excessif,
mais qui sur le plan politique reste un système très, très fermé et qui, au Tibet, vis-à-vis des minorités, vis-à-vis des opposants, vis-à-vis des internautes, continue de pratiquer systématiquement la répression. C'est le cas dans beaucoup d'autres pays d'Asie, les Philippines, la Corée du Nord, évidemment j'en passe. Si l'on prend l'Afrique subsaharienne, il y a eu des progrès là aussi. Il y a eu quelques pays qui sont devenus plus démocratiques. Il y a eu par exemple une transition qui s'est bien faite dans un pays comme le Sénégal, à 2 reprises. Mais quand on regarde l'ensemble, il y a eu l'Afrique du Sud quand même si aujourd'hui on y rencontre des problèmes que vous connaissez. Mais quand on voit la RDC, la République démocratique du Congo, où depuis des années et des années, ce n'est que résurgence constante de massacres dans l'est du Congo. Si l'on voit le Soudan, la Somalie, le Tchad, aujourd'hui le Mali, la République centrafricaine, on voit à quel point le prix même de la vie ne vaut pas cher dans beaucoup de ces pays. Enfin, le monde arabe. Alors, le monde arabe, il faut y attacher évidemment une importance toute particulière suite aux révolutions dans ce qu'on appelle ce monde arabe. Révolution tunisienne d'abord, et puis révolution égyptienne, Libye, etc. Et si je m'y attarde un instant, c'est parce que l'enjeu, je crois, est vraiment considérable. L'enjeu est considérable. Pour chacun de ces pays, pour le monde arabe dans son ensemble et pour le monde tout court. Si ces révolutions conduisent finalement à une sorte de régression, à, comment dire, une sorte de désespoir par rapport aux espoirs qui ont pu en être, je pense que cela aura des effets dévastateurs négatifs. Si au contraire ces révolutions aboutissent, et on peut quand même demeurer, essayons en tout cas de rester quelque peu optimistes, je pense qu'elles auront des effets extrêmement positifs pour l'ensemble du monde. Alors on sait qu'il y a des aspirations, qu'il y a des revendications, et on connaît les difficultés pour les mettre en œuvre. Bon, j'étais il n'y a pas très longtemps, je suis allé à plusieurs reprises en Tunisie, où la FIDH devait tenir d'ailleurs son prochain congrès. On a dû y renoncer pour des raisons diverses, mais on voit très très bien les difficultés à travers, par exemple, la discussion sur le projet de constitution, discussion qui porte aussi bien sur l'universalité des droits de l'homme, qu'on se refuse à inscrire dans la Constitution, ou tout au moins pour les notions pour lesquelles il y a beaucoup de réticence, que ce soit pour les droits des femmes, que ce soit pour la liberté religieuse. On voit qu'il y a incontestablement des risques de retour en arrière. On voit aussi la situation, alors je ne parle plus là seulement des révolutions, mais des mouvements contestataires et des résistances opposées par les pouvoirs en place. On voit évidemment, on pourrait y revenir si vous avez des questions à poser, la Syrie, avec une sorte d'impuissance de la communauté internationale à contribuer à mettre un terme à ce conflit. On voit le Bahreïn, on voit un pays dont on parle moins, mais où la situation des droits de l'homme est désastreuse, c'est l'Arabie Saoudite. On voit les difficultés du Yémen, on voit tous ces États de la péninsule, y compris le petit Qatar, qui aujourd'hui joue un rôle planétaire, quelque part hors de proportion avec ce qu'il représente en termes de population, mais en proportion de son importance économique, puisque on voit aussi que l'économie prime de plus en plus sur le politique, mais tout ceci n'est pas sans susciter donc inquiétude et difficulté. Voilà peut-être pour un rapide état des lieux, qui, comme vous le voyez, n'est pas complètement réjouissant, même s'il faut souligner qu'il y a quand même eu des progrès, la chute, je le rappelais, la chute du mur de Berlin et ce qui a suivi, l'Afrique du Sud, l'Amérique latine, le mouvement que l'on trouve et en Afrique subsaharienne et dans le monde arabe. Il y a des sources d'espoir, il ne faut pas désespérer, mais il faut aussi être lucide et bien comprendre que
ce combat pour les droits de l'homme reste plus que d'actualité, il reste particulièrement difficile. Je vais juste simplement, avant d'en venir à des notions peut-être plus combatives, comment permettre l'efficacité, comment permettre l'application réelle, concrète des droits de l'homme. Je reviendrai un instant sur les diverses libertés telles qu'elles résultent de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui finalement sert de base, hein, ça reste vraiment le texte de référence, le texte universel. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment une déclaration universelle. Ça fait suite à des strates successives qui remontent à des siècles très anciens et qui ont permis qu'il y ait cette déclaration universelle des droits de l'homme qui a été signée par tous les États, qui n'a pas seulement été élaborée, comme on le dit parfois, par des Occidentaux. Il y avait un groupe de travail qui comprenait aussi notamment des Asiatiques ou des gens d'autres continents. Donc je vais juste évoquer quelques-unes ou quelques-uns des articles pour voir un peu quelle est la problématique concrète et comment c'est appliqué ou pas appliqué, comment c'est important ou pas important. Alors vous avez d'abord, on va essayer de scinder en 4 ou 5 notions principales. Quel est le premier des droits? C'est le droit à la vie. Le droit à la vie, et le droit à la vie, il est affirmé à l'article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. On reviendra sur la sûreté ensuite. Droit à la vie. Droit à la vie, on voit très bien que malheureusement, ce droit est bafoué. La litanie serait longue de tous les massacres qui, en ce moment même, se produisent. J'évoquais le Congo, la Syrie. Où est le respect du droit à la vie dans ces États où le combat premier reste celui-là? Lutter contre le mépris du droit à la vie. On parlait tout à l'heure, vous avez évoqué la peine de mort. Alors c'est vrai, nous sommes tous conscients, et je rejoins assez cette idée selon laquelle, dans des pays où c'est pas évident, il ne faut pas non plus bousculer exagérément les choses. Mais pédagogie, oui, pédagogie sur la peine de mort. Certains vous disent, j'ai entendu cette question tout à l'heure, mais peine de mort, ne pas en vouloir, est-ce que ce n'est pas favoriser la délinquance et la criminalité, et donc ne pas garantir le droit à la sécurité, qui est un droit aussi, évident. Mais regardez un peu, ouvrons les yeux. Est-ce qu'aux États-Unis, où on pratique la peine de mort, la criminalité est moindre que dans des pays où on ne la pratique pas? Est-ce que la Chine, l'Iran, tous ces pays qui pratiquent la peine de mort, sont des pays où les choses évoluent réellement? Je crois qu'il faut. Est-ce que, à froid, une société peut porter cette atteinte au droit à la vie d'une façon manifestement contraire au respect du droit à la vie? C'est quand même une question, je dis bien à froid. Pratiquer, quelle que soit la méthode utilisée, il faut quand même le faire. Je veux dire, le moment où le bourreau vient couper la tête, le moment où le bourreau vient exécuter, le moment, il faut le vivre. Est-ce qu'une société peut se permettre ça? Il y a d'autres peines, des peines sévères, des peines même à perpétuité, pourquoi pas. Mais je crois quand même que ce combat reste effectivement un combat essentiel et il est assez le reflet de l'état des droits de l'homme dans un pays. Et c'est là où on voit d'ailleurs que, par exemple, les États-Unis est bien un pays. Il n'y a pas que ce problème de la peine de mort dans ce pays, il y a toutes les inégalités sociales en particulier. On voit bien ce pays qui se prétend un parangon de vertu ne l'est absolument pas. Et justement, le maintien de la peine de mort est une illustration de cette dérive. Droit à la vie. Droit à la vie, évidemment, aussi, ça veut dire droit de ne pas toucher à la personne physique et pas de torture. Et vous savez, ici au Maroc, pourtant, à quel point la torture continue d'être pratiquée. Et dans beaucoup de pays, et je le rappelle encore les États-Unis, hein, qui à Guantanamo et ailleurs, à Bakran, en Afghanistan, en Irak, ont quasiment banalisé d'une façon quand même extraordinaire, alors qu'on pensait que c'était révolu dans ce type de pays, cet usage de la torture. Donc,
il y a là un combat qui reste vraiment très prioritaire. Le droit à la vie, le droit à l'intégrité de la personne humaine. Déclaration des droits de l'homme. Ensuite, le droit qu'on peut appeler à la sûreté. Alors là, je vais rappeler quelques articles. Qu'est-ce que vous dit la Déclaration universelle des droits de l'homme? Droit à un recours effectif devant les tribunaux. Article 8. Pas d'arrestation ni de détention arbitraire. Pas d'arrestation ni de détention arbitraire. Je pense que cet écho va résonner dans quelques oreilles, y compris ici. Tribunal indépendant et impartial. Tribunal indépendant et impartial. Article 10. Respect de la présomption d'innocence. Article 11. Principe de la légalité des délits et des peines, c'est-à-dire qu'on ne peut poursuivre, arrêter, juger, condamner que pour des peines, que pour des délits qui sont bien énoncés. L'application stricte de ce que constitue le Code. Est-ce que ces notions sont généralement appliquées? Est-ce que ces notions sont généralement appliquées? À force est de constater que non. Et pas seulement dans des pays non démocratiques. Moi, je pourrais vous citer, en tant qu'avocat et ayant un certain nombre d'affaires à caractère politique en France, je pourrais vous citer toute une série d'exemples qui démontrent que la justice française n'est pas une justice totalement indépendante et que ce droit à un tribunal indépendant et impartial n'existe pas. Sur la détention arbitraire dans des pays occidentaux, je pense un instant à la France, sans parler de détention arbitraire qui est devenue quand même assez rare, ça c'est vrai, on a quand même la garde à vue, même s'il y a des améliorations récentes, qui restent pratiquées d'une manière très critiquable. Donc, dans des pays comme les vôtres, je crois savoir, et encore le Maroc n'est pas le dit, l'État reconnaît que vous avez des gens qui sont en détention provisoire sur des durées qui dépassent largement la règle de droit qui est fixée dans les textes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il est absolument essentiel pour que nous ayons vraiment une démocratie, qu'il y ait une justice, et ça c'est vraiment au cœur du problème aussi, au cœur du combat, une justice indépendante, impartiale, accessible. Avec respect évidemment de tous les droits, respect des droits de la défense. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire un statut de la magistrature, ça veut dire un conseil de la magistrature qui soit composé de membres indépendants et avec des pouvoirs pouvant être exercés en toute indépendance. Ça veut dire une formation des magistrats, ça veut dire une rémunération correcte des magistrats, ça veut dire une promotion des magistrats en fonction du mérite et non pas en fonction des petits amis au pouvoir. C'est une notion essentielle parce que c'est la seule façon aussi de lutter contre l'impunité, contre la corruption, contre les violations des droits de l'homme. Toujours Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui peut toucher, je dirais, la situation au sens large des citoyens du monde et donc des étrangers. Article 14, liberté d'aller et venir, droit de quitter le pays. Article 15, droit d'asile. Article 7, je reviens un peu en arrière, égalité devant la loi pour tous, absence de discrimination. Absence de discrimination. Or, quand on voit la situation faite aux étrangers en particulier dans beaucoup de pays, et je repense là aux pays occidentaux, on voit très très bien que ces articles ne sont pas intégralement mis en œuvre. Que par exemple en France, il y a des conditions de détention des étrangers, des expulsions, des conditions d'octroi du droit d'asile qui ne respectent pas ces notions d'égalité des droits et d'absence de discrimination. Autre droit prévu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 19, la liberté d'opinion et d'expression. Donc là, on voit les nombreuses atteintes, donc c'est la notion notamment de liberté de la presse, avec toutes les atteintes qui peuvent être posées à cette liberté, et avec les difficultés aujourd'hui en matière de liberté d'opinion et d'expression qui résultent aussi des moyens nouveaux de communication, je pense en particulier à Internet, avec les contrôles qui peuvent être exercés via Internet ou via la téléphonie mobile sur
les communications entre les citoyens, donc sur leur liberté d'opinion et d'expression. On le voit très bien dans des pays comme la Chine, on l'a vu en Tunisie du temps de Ben Ali ou en Libye du temps de Kadhafi. J'ai déposé par exemple une plainte contre une société française qui s'appelle Amesis, qui est une filiale du groupe Bull, qui a fourni à la Libye de Kadhafi un système de surveillance des télécommunications qui permettait au régime de Kadhafi d'intercepter donc les communications d'opposants, de les arrêter, évidemment de les incarcérer, de les torturer. Donc vous voyez ces problèmes de liberté d'opinion et d'expression avec en particulier ces moyens de jeu. Article 20, liberté de réunion et d'association. Là aussi, vous connaissez en Tunisie, au Maroc et dans les pays du monde arabe, hein, c'était le cas en Tunisie, c'est le cas en Algérie. Encore aujourd'hui, des difficultés de liberté de réunion et d'association. Je n'y pilote pas parce que je suis arrivé à la conclusion. Article 21, participation à la vie publique et à la démocratie. Ça, c'est tout le problème de la démocratie, en particulier des élections. Il est dit dans cet article que les élections doivent être honnêtes. C'est dit dans l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des élections honnêtes. Or, on a bien vu dans beaucoup de pays que les élections se déroulent d'une façon malhonnête parce qu'on essaye d'utiliser tous les moyens qui permettent de ne pas faire en sorte que le vote soit un vote vraiment individuel et sans aucune contrainte pour le citoyen qui vient voter. Dernier point que j'évoquerai sur ces libertés prévues par la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'article 18. L'article 18 qui pose aujourd'hui, vous le savez, beaucoup de problèmes, c'est le seul que je vais lire avec celui que j'avais lu sur le droit à la vie. Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Je crois que c'est bien dit, c'est très bien dit. Tout à l'heure, on vous a rappelé qu'on remonte à un code bien lointain où on garantissait la liberté des cultes. Or, qui ne voit qu'aujourd'hui, il y a là une régression incontestable, pas seulement dans le monde de l'islam, où effectivement la question, on voit très bien les débats sur la charia dans des pays comme la Tunisie, la Libye, avec les inquiétudes que ça peut soulever quand même en termes de tolérance, ou plus exactement d'intolérance, mais toutes les religions, les religions chrétiennes, les évangélistes, la religion, les fondamentalismes du côté de la religion juive également, et même les bouddhistes, les hindous, partout dans le monde, on voit ces extrémismes religieux qui ressurgissent. Alors autant les religions peuvent être bienfaitrices, chacun peut avoir son opinion, elles peuvent être bien sûr bienfaitrices, mais autant toute l'histoire l'a démontré, elles peuvent avoir des effets absolument épouvantables en termes de respect de l'autre, car ce qui importe vraiment par-dessus tout, c'est encore une fois la tolérance et le refus de l'intolérance. Et c'est ça que nous dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est qu'il faut respecter les opinions, les religions de tout un chacun, de tout autre. Qui peut prétendre que sa religion est à coup sûr celle qui a toute la vérité? Ça signifierait pour chacune des religions qu'il y a 4/5 de l'humanité qui serait en dehors de la vérité, qui serait dans la faute, qui serait éventuellement dans le péché. Comment? Réfléchissons un instant, faisons preuve de... Je sais que ce propos est parfois difficile à faire passer, parfois difficile à entendre, mais je crois qu'il faut qu'il y ait ce type de débat. Bon, j'étais il y a quelques jours, il y a quelques semaines à Tunis, où M. Marzouki, l'actuel président de la République tunisienne, faisait une conférence sur l'universalité des droits de l'homme. Et il a dit quelque chose qui à mon sens, est tout à fait juste, mais qui a été mal interprété ou mal pris par un certain nombre de personnes présentes dans la salle. Il a dit que les religions ne peuvent pas constituer quelque chose d'universel. Seuls les droits de l'homme peuvent avoir un caractère universel, parce que précisément les droits de l'homme
ça englobe tout, y compris le respect de la possibilité et même l'affirmation de la nécessité de la pratique de toutes les religions. Alors que les religions, elles sont pour ceux qui sont dans la croyance propre à cette religion. Et personnellement, je pense qu'il avait raison. C'est un débat qu'on peut avoir, mais ça a suscité vraiment des critiques très, très, très vives. Il a eu le courage de le dire. C'est pas facile dans le climat tunisien actuel où c'est extrêmement passionnel au niveau justement de la religion d'État, de la religion donc en Tunisie. Alors, pour conclure cette fois, parce que je vois que j'atteins mon temps limite, comment mieux garantir le respect des droits? Mieux garantir le respect des droits, ça veut dire que des droits sans sanction sont des droits qui risquent de ne pas être appliqués. Si vous avez dans une société nationale, par exemple, des crimes qui sont prévus par un code, mais s'il n'y a pas de possibilité de poursuivre les criminels, ou pas de possibilité de poursuivre les voleurs, ou pas... Bon, c'est pas parce qu'il y a des textes qu'il n'y a pas de voleurs ou pas de criminels, mais ça risquerait quand même fortement de faciliter encore, d'augmenter encore le nombre de gens qui commettent les délits et les crimes. Il faut que les droits, quand ils sont violés, soient assortis de sanctions. Il faut qu'il n'y ait pas d'impunité. Il faut qu'il n'y ait pas d'impunité. C'est absolument essentiel. Alors, pour mieux respecter les droits, il existe soit des mécanismes de protection qu'on qualifiera de judiciaires, soit des mécanismes de protection non judiciaires, qui peuvent être nationaux, régionaux, internationaux. Mécanisme de protection non judiciaire, ça veut dire de constituer, par exemple, qu'il y ait une constitution, qu'il y ait l'assurance d'une indépendance de la magistrature, qu'il y ait autrement dit le corps, qu'il y ait la structure qui soit bien mise en place. Il faut déjà une structure. À l'échelle internationale, ça veut dire, mécanisme de protection non judiciaire, qu'il y a les Nations Unies, qu'il y a des mécanismes créés par les Nations Unies, je pense en particulier à Genève, à la possibilité de saisir des rapporteurs spéciaux, de faire des rapporteurs spéciaux sur tel ou tel thème, qu'il y ait des commissions, qu'il y ait des missions d'enquête. Il y a une série de mécanismes. Il y a le rôle, évidemment, je vais terminer par là dans un instant, des ONG, des organisations non gouvernementales. Et puis, il y a les mécanismes de protection judiciaire. Alors, les mécanismes de protection judiciaire sont d'abord les justices des États, et puis, comme on s'est enfin rendu compte, ou plus exactement, on s'en était rendu compte, mais on n'avait pas voulu en tirer les conclusions, que ce n'était pas suffisant, parce que vous avez des États qui sont ainsi faits, qu'ils ne peuvent ni ne veulent juger les crimes internationaux les plus graves. On a enfin, c'était il n'y a pas si longtemps une utopie de défenseurs des droits de l'homme, on a enfin créé une justice internationale, avec d'abord des tribunaux ad hoc, ex-Yougoslavie et Rwanda, et enfin la Cour pénale internationale, donc qui est, comme vous savez, en vigueur depuis le 1er juillet 2002, et qui a une vocation permanente et universelle pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide. Et ça, c'est absolument essentiel. Alors certes, j'ai entendu tout à l'heure, et à juste titre, et je suis le premier, et nous sommes les premiers à dénoncer cela, c'est très imparfait. Le mécanisme de la Cour pénale internationale actuelle est très imparfait parce que beaucoup d'États n'ont pas ratifié, et pas des moindres, et pas des moindres parmi ceux qui violent les droits de l'homme, hein, les États-Unis, la Chine, l'Iran, beaucoup de pays d'ailleurs du monde arabe, etc. On peut Israël, on peut en citer beaucoup. Et puis le deux poids, deux mesures qui était évoqué. Certes, il y a toutes ces insuffisances, mais elles existent. Donc il ne faut pas dire parce que c'est insuffisant aujourd'hui, on va y renoncer. Il faut dire parce que c'est insuffisant aujourd'hui, il faut améliorer. Donc il faut pousser aux ratifications et il faut pousser à ce qu'il n'y ait plus ce deux poids, deux mesures. Le fait qu'on juge aujourd'hui beaucoup de crimes commis en Afrique, moi, ne me choque pas, dès lors que ce sont des crimes qui méritent d'être poursuivis, ce qui est bien le cas. Quand on voit ce qui se passe en RDC, je crois qu'il n'y a pas photo. Au contraire, on ne poursuit pas assez, même à mes yeux. Mais par contre, on peut dire qu'il faudrait poursuivre ce qui se passe par rapport à la Palestine, ce qui se passe par rapport à la Tchétchénie, ce qui se passe par rapport au Tibet, ce qui se passe, etc., etc. Donc voilà, c'est ce combat-là qu'il faut mener, mais c'est essentiel qu'il existe cette justice internationale.
qui doit être doublé de ce qu'on appelle la compétence extraterritoriale, c'est-à-dire l'obligation pour les États, et tous ceux qui ont souscrit au statut de Rome ont souscrit aussi à cette obligation qui figure dans le préambule, l'obligation pour les États d'arrêter de juger et de condamner tout celui qui passe sur le territoire d'un État et qui peut être suspecté de ces crimes de torture, de guerre et contre lui. En toute conclusion, je voudrais souligner, c'est pas, bien sûr, vous allez me dire que je prêche pour ma paroisse, je retombe dans la religion, là. Je voudrais souligner le rôle des ONG, vraiment, et le rôle plus largement de la société civile, Tout à l'heure, la question a été posée, mais comment peut-on faire progresser, comment peut-on rendre effectifs les droits d'homme? Eh bien, on voit très bien que les progrès qui ont été accomplis sont des progrès qui ne sont pas dus aux États. Il y a peu d'États vertueux, sauf peut-être et encore incomplètement les États d'Europe du Nord. Il y a peu d'États vertueux. Et on voit très bien que même ceux qui sont des défenseurs des droits de l'homme ou qui sont dans des partis d'opposition qui sont plutôt sympathiques quant à leurs idées, quand ils viennent au pouvoir, ils ne sont plus totalement vertueux. Le pouvoir, ça a toujours été dit, comporte son risque intrinsèque et malheureusement, je pense, inévitable d'entorse avec certains principes. Donc c'est pas de ce côté-là qu'on aura les progrès principaux, mais du côté de la société civile et en particulier du côté des organisations de défense des droits de l'homme, qui sont des aiguillons et qui sont là pour porter, et c'est ce qui, moi, me frappe beaucoup et vraiment qui me donne de l'enthousiasme et de l'espoir, qui sont mobilisés dans tous les pays du monde. Et je crois qu'il n'y a pas un pays de la planète où vous n'ayez des militants prêts à sacrifier leur travail, leur famille, leur sécurité, voire parfois leur vie. Il n'y a pas un pays où vous n'ayez ces militants qui revendiquent les mêmes droits, c'est-à-dire ces droits universels, et vous n'avez pas de pays où ça ne fasse pas avancer finalement un jour ou l'autre les choses. C'est plus ou moins long. Et tout ceci porté, si vous voulez, de façon globale à l'échelle internationale, je crois que ça nous permettra d'avancer, ça nous permettra de rendre plus effectifs des droits qui aujourd'hui sont trop souvent posés dans les textes, mais non réalisés dans la pratique. Merci. Merci, M. Patrick Bourgoin, pour cet exposé. Il va nous permettre de débattre la question des droits civils et politiques dans un contexte général, un contexte international. L'exposé a fait un panorama de la situation des droits de l'homme dans le contexte international, continent par continent. Il a également présenté les principaux droits civils et politiques et il a enfin axé sur les moyens de faire respecter les droits humains en insistant beaucoup plus sur le rôle des ONG et en particulier des organisations de défense des droits humains. Nous allons ouvrir le débat. Je crois qu'on peut se donner une demi-heure de débat et puis on repasse la parole à M. Baudouin pour 10 minutes, 15 minutes avant de donner la parole à notre ami Mohamed Sekser. Donc je vais inscrire les intervenants et on va se partager le temps de parole.